Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Salut, c'est Florence de la team Relirons la Caraïbe. Pour ce podcast, j'ai pu échanger avec Victor David, chargé de recherche en droit de l'environnement et développement durable, sur la conférence internationale des Sargasses qui a eu lieu du 23 au 26 octobre 2019 en Guadeloupe. La conférence internationale des Sargasses avait pour objet de réunir l'ensemble des acteurs concernés par la problématique de l'échouage de cette algue brune à l'échelle de toute la Caraïbe. Bonne écoute! Relirons la Caraïbe reçoit Victor David. Bonjour Victor David. Bonjour Florence. Vous êtes chargé de recherche en droit de l'environnement et du développement durable à l'UMR 220 GRED, gouvernance, risque, environnement, développement, dans l'Institut de recherche pour le développement et l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Vous êtes en mission longue durée au laboratoire caribéen de sciences sociales, CNRS Université des Antilles, au campus de Chelcher Martinique, mais actuellement en poste au centre IRD de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Vous serez en poste au CAEC, Campus agro-environnemental Caraïbe, à partir du 1er novembre. CAEC, au Lamentin, en Martinique, lieu où nous sommes actuellement pour cet enregistrement. Tout d'abord, Victor David, pourquoi avoir choisi d'assister en Guadeloupe à la conférence internationale sur les Sargasses ? Alors, début 2019, l'Agence nationale pour la recherche a lancé un appel à projet spécifiquement dédié à la crise des Sargasses, ce qui montre la sensibilisation du monde de la recherche français à cette question. Le laboratoire caribéen des sciences sociales où je suis accueilli a travaillé sur une réponse à cet appel à projet dans le domaine des sciences humaines et sociales, avec la mobilisation de chercheurs en géographie, sciences politiques, droit. Et il se trouve que notre projet, César, qui s'appelle comme ça, projet dans lequel j'anime une des tâches qui porte sur le droit autour des Sargasses, a été retenu pour un financement par l'Agence nationale de la recherche. Et la direction du laboratoire m'a généreusement permis d'assister à cette conférence. Occasion pour moi d'en apprendre plus sur les Sargasses elles-mêmes, mais aussi donc sur les problèmes générés par leur prolifération depuis 2011, la mobilisation internationale, au moins régionale, des pays touchés, à la fois à l'intérieur même des pays en termes de réglementation de politique publique nationale, et puis il y avait cette volonté dans cette conférence d'une coopération internationale et régionale en tout cas. Donc cette conférence était, je dirais, la bienvenue à bien des égards et montrait qu'il y avait une volonté de chercher des solutions à un problème partagé par la région, quoi. Et ce problème partagé, justement, m'amène à la deuxième question. Quels sont les États de la Caraïbe, voire du monde, impactés par les Sargasses ? Alors, les Sargasses, on aurait pu penser que c'est effectivement un problème qui touche la Caraïbe, mais il se trouve que c'est un phénomène que l'on rencontre, cette prolifération d'algues marines, un peu partout dans le monde, que ce soit en Chine, aux Émirats arabes unis, et évidemment donc du côté de l'Atlantique, l'Amérique du Nord, avec la Floride est régulièrement touchée aussi par la crise des Sargasses. L'ensemble, on va dire, des États de la Caraïbe et de l'Amérique centrale également est concerné par cette crise des Sargasses, quoi. Donc voilà, tout le monde, je dirais, en tout cas dans la région Caraïbe, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas un pays qui serait épargné plus que d'autres. Selon les années, selon les saisons, selon les courants marins, tous les pays de la Caraïbe sont concernés. D'accord. Et alors, pouvez-vous nous expliquer les origines de ce phénomène ? Alors ça, c'est une question un peu, je dirais, difficile pour le juriste que je suis, donc je ne vais pas vous apporter toutes les réponses qu'un biologiste marin, par exemple, pourrait le faire. Mais je vais vous dire comment, moi, effectivement,
en tant que juriste de l'environnement, etc., j'appréhende le problème. La première des choses à savoir, c'est qu'il s'agit d'un phénomène naturel. Donc il n'y a pas d'activité humaine directe qui cause, même si la crise des sargasses, même si effectivement, on va y revenir, il y a des origines anthropiques quand même. Donc phénomène naturel, les sargasses sont avant tout des algues marines. Certaines sont fixées sur les fonds marins, donc posent pas de problème. Mais il se trouve qu'il y a 2 espèces qui se développent à la surface de l'océan et dérivent tranquillement au gré des courants, en formant d'immenses, parfois, nappes. Et si ces 2 types d'algues étaient connus dans la Caraïbe notamment, avec la mer de Sargasse, ces dernières années, ça a pris des proportions qui en font un problème. Parce que, comme je disais, donc c'est un phénomène naturel. Les sargasses, en tant que telles, ne sont pas ni un danger, ni une espèce nuisible ou envahissante, etc. C'est le fait qu'effectivement, depuis quelques années, il y a une prolifération dramatique de ces algues. Parce que là aussi, d'ailleurs, c'était un des sujets de mes propres travaux de recherche dans ce projet, c'est que, en fonction de l'endroit où se trouvent les sargasses, elles peuvent être juridiquement qualifiées différemment. Donc, par moment, ce sont des écosystèmes marins et qui abritent des espèces, qui sont des nurseries pour poissons, qui sont donc, je dirais, qui font partie de l'écosystème marin. Et puis, il y a des moments où, effectivement, on se retrouve avec des tonnes d'algues mortes sur une plage. Et là, donc, ça devient une pollution, un déchet, selon la qualification qu'on veut lui donner. Alors, l'origine du phénomène qui affecte aujourd'hui la région Caraïbe est liée au fait que, effectivement, et ça a été mis en évidence par les chercheurs depuis qu'ils y consacrent du temps, c'est qu'il y a donc ce qu'ils appellent la recirculation nord-atlantique. Donc c'est en fait cette sorte de boucle qu'effectuent les courants marins entre la côte ouest africaine et l'ouest de l'Atlantique central. Et donc du coup, ces algues flottantes voyagent. Elles font le tour de l'Atlantique grâce à ce courant marin circulaire. Et c'est là qu'interviennent une partie d'activités anthropiques qui font que ces algues prolifèrent beaucoup plus qu'autrefois. C'est que d'une part, lorsqu'elles passent devant les embouchures des fleuves Congo pour l'Afrique et l'Amazone pour l'Amérique du Sud, eh bien, elles bénéficient de nutriments qui sont déversés par ces fleuves-là dans l'océan Atlantique. Après, il y a le phénomène de réchauffement climatique global qui fait que les eaux sont plus chaudes. Donc ça favorise, c'est encore en train d'être démontré, on va dire, par les biologistes, ça favorise effectivement la multiplication, la prolifération des algues. Et dernier, je dirais, phénomène qui favorise cette explosion de sargasses, de la quantité de sargasses, c'est, paraît-il, nos fameuses brumes de sable qui viennent du Sahara. Et elles sont aussi riches d'éléments, notamment comme du fer, si j'ai bien compris, qui alimentent les sargasses et leur permettent de croître encore plus. Donc voilà, un certain nombre de phénomènes qui s'ajoutent les uns aux autres, donc c'est multifactoriel. Et à un moment donné, donc cette masse énorme finit par arriver sur les côtes de la Caraïbe. J'ai appris, donc, notamment à la conférence de Guadeloupe, qu'il y avait une sorte de panache de 8000 km d'est en ouest dans l'Atlantique, composé de sargasses qui flottent, qui sont donc désormais détectables par satellite, donc tout est assez bien suivi. Et je crois qu'ils ont estimé à plus de 20 millions de tonnes la quantité globale d'algues qui pourraient débarquer un jour ou un autre sur une des plages, ou en tout cas littorales de la Caraïbe, de l'Amérique centrale. Le Mexique en particulier est beaucoup touché aussi. Donc,
mais ça concerne à la fois les pays d'Afrique de l'Ouest, mais c'est plutôt vers l'Atlantique Ouest que les phénomènes d'échouage se produisent, quoi. D'accord. Et alors, quelles sont les plus grandes difficultés techniques, politiques, dans la gestion des sargasses dans la Caraïbe? Alors, c'est aussi des choses que j'ai apprises donc récemment moi-même. C'est la gestion des sargasses dans la Caraïbe est soumise à l'imprévisibilité du phénomène. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des sargasses, on sait qu'elles vont arriver, je veux dire, en tout cas depuis 2011. Mais ce qui est difficile à prévoir, c'est à quel moment précis elles vont venir sur tel littoral et pas sur un autre. Combien, quelle quantité va arriver et se déposer sur les littoraux. Donc il y a aussi des difficultés liées, je dirais, à la composition, aux caractéristiques physico-chimiques des sargasses elles-mêmes, parce que, comme je disais au tout début, c'est des algues marines totalement naturelles. Elles ont des qualités, on en reparlera, mais elles ont aussi, elles contiennent également d'autres éléments qui peuvent être nuisibles à la biodiversité, à l'homme, etc. Donc, la difficulté politique, c'est, je dirais, à proprement parler aux Antilles, c'est peut-être un partage de compétences entre différentes collectivités, savoir qui doit gérer. Est-ce que c'est un maire d'une commune qui se retrouve avec des tonnes de sargasses sur sa plage, ou est-ce que c'est l'État, ou est-ce que c'est la collectivité territoriale de Martinique, par exemple? Donc ce serait le cas, ce genre de problème, on va dire, de gestion politique dans les Antilles françaises. Dans les autres pays, dans les États indépendants de la Caraïbe, bon, c'est souvent une question de moyens financiers, de moyens techniques pour faire face, alors soit à la création de barrières pour éviter que les algues s'échouent sur les plages, donc les maintenir à distance, ce qui demande une certaine technologie et un certain financement. Ou alors, donc, une fois qu'elles sont malgré tout arrivées sur les plages, comment les éliminer, les stocker dans des conditions qui soient acceptables sur le plan sanitaire et financier, etc., quoi. Et justement, sur le plan sanitaire, que savons-nous de l'impact des sargasses sur la santé? Alors, que savons-nous? Je dirais peu de choses encore, mais suffisamment pour faire intervenir le principe de précaution au moins, à défaut de principe de prévention. Les échouages de sargasses en décomposition sur les littoraux, on le sait, sont à l'origine d'émanations de différents gaz, et notamment l'ammoniac et l'hydrogène sulfuré. Ne me demandez pas les formules chimiques qui vont avec. Alors, ces gaz-là, évidemment, causent des troubles respiratoires, des irritations de la peau, des yeux, parfois des vertiges, des maux de tête. Dans le pire des cas, il y a même eu des cas de perte de connaissance, voire d'arrêt cardiaque, mais ça reste quand même relativement peu répandu comme conséquence. Parce qu'il faut une certaine concentration de gaz pour arriver à ce genre d'effet grave sur la santé. Il se trouve que ce qu'on connaît moins, comme je le disais, c'est la combinaison des deux gaz. Autant chaque gaz, on sait ce qu'il peut provoquer. Là, on se trouve avec un package qui fait qu'on a les deux gaz en même temps. Donc, c'est en cours d'étude. Et donc les autorités sanitaires préfèrent donc anticiper les conséquences sanitaires en recommandant aux populations vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, de se tenir à distance en tout cas des émanations, des plages, etc. Alors évidemment les personnes qui ont la charge d'aller sur les plages éliminer les ouvriers, notamment municipaux, on leur conseille d'être équipés, d'avoir des vêtements adaptés, des masques, etc., pour se protéger le plus possible de ces émanations, quoi. Donc, oui, il y a des conséquences sanitaires et il faut en tenir compte dans une politique publique, quoi. Et sur la biodiversité, y a-t-il des impacts? Alors,
Sur la biodiversité, il y a des impacts. Donc, je disais dans un premier temps, ne l'oublions pas, j'insiste là-dessus, c'est qu'au départ, les sargasses, ce sont des écosystèmes marins qui jouent un rôle positif en tant que nurserie de poissons, etc. Mais au moment où elles commencent, ces nappes de sargasses commencent à se décomposer, etc., qu'elles s'approchent des littoraux, des côtes, là, ça devient problématique. Pendant qu'elles sont encore en mer, on a constaté qu'effectivement la concentration de nappes de sargasses pouvait être, cette concentration peut être nocive pour les récifs coralliens. Donc, créer une sorte d'asphyxie des écosystèmes coralliens par le manque de lumière, par exemple, ce genre de choses, ce qui fait qu'effectivement elles nuisent aux coraux. Les poissons qui trouvaient refuge parfois se trouvent piégés dans cette nasse de sargasses, et comme c'est des nasses en décomposition, ces poissons sont eux-mêmes piégés et on les retrouve morts dans les algues. Et puis une fois qu'elles touchent terre, évidemment, les sargasses posent problème par la quantité qui se déverse sur les plages. Elles écrasent littéralement, ça a été constaté, des espaces, des lieux de ponte pour des tortues, des lieux de nidification d'oiseaux marins. Alors sur les mangroves, j'ai appris qu'effectivement, on a constaté des impacts du genre une perte de feuilles des mangroves, mais les études ne sont pas assez poussées aujourd'hui pour affirmer de manière certaine que les sargasses ont un impact sur les mangroves et à quel point, etc. Et quelles sont les stratégies d'acteurs dans les Caraïbes pour lutter contre les sargasses? Alors, au cours de la conférence, j'ai vu qu'effectivement, il y avait on va dire une logique de l'action collective, donc des États et territoires touchés par le phénomène. On se rend compte que chaque État ou territoire de la Caraïbe ne veut pas se battre tout seul contre le phénomène d'invasion des sargasses. Donc il faut une réelle coopération entre les États et les départements touchés, les territoires touchés. Il faut remarquer que les États d'Afrique de l'Ouest se mobilisent aussi dans cette lutte contre les sargasses, en tout cas cette invasion de sargasses. Donc les stratégies, on va dire, en interne, ça va être de lutter contre un certain nombre de pratiques comme l'utilisation massive de fertilisants, etc., qui ensuite se retrouvent dans les fleuves et leurs affluents pour finir dans l'océan. Et puis il y a aussi les stratégies qu'on peut mettre en place pour lutter contre les gaz à effet de serre, pour lutter contre le réchauffement climatique qui, je vous l'ai dit, est certainement une des causes de la prolifération des algues depuis quelques années. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies, mais moi j'ai retenu donc cette volonté de coopération internationale dans cette lutte-là et sur différents aspects du problème, que ce soit en amont, dans les pratiques agricoles des pays qui peuvent contribuer. Donc d'ailleurs le Brésil a été pas mal montré du doigt par rapport aux fertilisants et tout ce qui se retrouve à l'embouchure de l'Amazone. Mais on voit que on ne peut pas tenir un pays responsable de la crise des sargasses. Mais il y a également des stratégies d'acteurs pour valoriser les sargasses. Quelles sont-elles? Alors, ça a été aussi une surprise pour moi. Donc, finalement, les pistes de valorisation des sargasses sont bien plus nombreuses que je ne le pensais. Et d'ailleurs, à la conférence, un certain nombre de projets qui ont été présentés et qui ont été lauréats de l'appel à projet de l'Agence nationale de la recherche portent sur la valorisation des sargasses. J'ai également appris qu'il y avait un certain nombre de projets dans le cadre Interreg qui financent des travaux de recherche pour la valorisation Donc des projets européens, interrégionaux, qui valorisent les sargasses, ou en tout cas qui essayent de valoriser les sargasses. Donc
les pistes de valorisation vont de l'agriculture, donc c'est-à-dire on peut s'en servir comme engrais, on peut s'en servir comme quoi, donc je ne me souviens plus. Il y avait vraiment l'agriculture pouvait bénéficier des sargasses, en tout cas de la biomasse issue des sargasses collectées. On peut, grâce aux nombreux composants chimiques des sargasses, on peut s'en servir dans la cosmétique. J'ai compris qu'on pouvait fabriquer un certain nombre de produits cosmétiques à partir des sargasses. C'est parce qu'on reste dans la logique qu'il s'agit d'abord d'algues marines qui ont donc une utilisation millénaire dans pas mal de pays, en Asie, etc. Et justement, donc, en tant qu'alimentation, il y a certaines possibilités de consommer les sargasses souvent comme compléments alimentaires, etc. Ou en tout cas, elles entrent dans la composition de compléments alimentaires. Il y a des tentatives pour fabriquer du papier à partir de la cellulose contenue dans les sargasses. Et il y a aussi des pistes pour en faire des biolubrifiants, enfin biocarburants, etc., etc. Donc les acteurs donc sont convaincus de la possible valorisation des sargasses, donc ne pas les considérer uniquement comme quelque chose de négatif, mais voilà, comme une contrainte, mais peut-être justement tirer de cette contrainte, de cette invasion, quelque chose de positif. Par contre, il faut préciser quand même, en tout cas par rapport à cette valorisation des sargasses, c'est qu'il y a pas mal d'écueils. Notamment, il est prouvé scientifiquement que les sargasses sont de bons bioaccumulateurs et donc ils ramassent un peu tous les métaux lourds, etc., qui traînent dans l'océan. Donc si on veut s'en servir dans l'alimentation comme complément ou même dans les produits cosmétiques, etc., tout ce qui peut avoir un impact sur la santé humaine, je veux dire, il faut donc faire très attention à ce que les sargasses soient, qu'on élimine ces composants-là des sargasses avant de les utiliser pour la consommation humaine ou l'utilisation humaine. Dans certains usages qu'on pourrait faire des sargasses, il se trouve qu'il faut d'abord éliminer le sel et le sable qui peut être sur les sargasses, notamment quand elles sont arrivées sur la plage. Et ça nécessite beaucoup d'eau douce. Alors quand on connaît par exemple la période de carême qu'on a eue cette année, on se dit bien que l'eau douce n'est pas une ressource inépuisable dans les îles de la Caraïbe. Donc combien de litres d'eau douce on va utiliser pour valoriser les sargasses. Donc voilà, donc il y a... Et puis un dernier point quand même, c'est que valoriser les sargasses c'est bien, parce qu'aujourd'hui on en a en quantité suffisante, mais rien ne nous garantit que demain la ressource sera assurée, quoi. C'est-à-dire que l'approvisionnement en sargasses sera assuré parce qu'il peut y avoir d'autres phénomènes naturels qui font que il y a plus de sargasses. Donc construire une industrie ou une filière sargasses présente quand même quelques risques de ce point de vue-là, quoi. Donc on n'a aucune certitude que l'année prochaine sera une bonne année en sargasses, quoi. Y a-t-il un État caribéen ou des pratiques qui pourraient être inspirants dans la gestion globale, la gestion intégrée des sargasses, et pourquoi? Alors, ça c'est aussi une question à laquelle je pensais qu'il me serait difficile de répondre. Ce que moi j'ai constaté en tout cas à l'occasion de la conférence et depuis que je m'intéresse à la question des sargasses, c'est que les États, il n'y a pas un État ou une pratique qui m'a marqué ou qui m'a sauté aux yeux. C'est que tous les États touchés se mobilisent parce que comme on l'a dit, les conséquences, qu'elles soient sanitaires ou économiques, parce que effectivement c'est une vraie nuisance pour l'activité touristique par exemple. Certains restaurants ou hôtels de bord de mer sont obligés de fermer, etc. Donc les États se mobilisent, donc, et ils se mobilisent de façon différente, avec des techniques
plus ou moins originales. Donc les États et les acteurs de manière privée, les acteurs privés font preuve d'originalité. J'ai appris qu'ils avaient inventé un bateau qui s'appelait le Sargator, qui est effectivement censé aller éliminer les sargasses en mer, par exemple. Mais ce qui m'a marqué, par contre, et je pense que c'est un bon début et une bonne piste à suivre pour gérer de manière globale, de manière intégrée les sargasses, c'est les programmes de recherche. Les programmes de recherche scientifique sur les sargasses se multiplient depuis quelques années, depuis l'apparition du phénomène en 2011 et sa répétition dans les années qui ont suivi. Donc plusieurs universités des États-Unis, du sud des États-Unis, donc le Texas, la Floride, etc., mais aussi des universités de la Caraïbe, du Mexique et des universités françaises, européennes, etc. Donc se sont lancés dans un certain nombre de programmes scientifiques dédiés aux sargasses, financés par des fonds européens, on l'a dit. Donc là, l'appel à projet de l'ANR a vu donc un certain nombre de projets scientifiques qui portent soit sur la prévision des sargasses par satellite. D'ailleurs, notre projet César, lui-même, son premier volet consiste au suivi par satellite, par télédétection, etc. des sargasses. Il y en a d'autres où différents instituts de recherche présents dans les Antilles et avec des partenaires privés qui se mobilisent pour comprendre les sargasses, prévoir leurs échouages sur les plages de l'Atlantique ouest. D'autres travaillent sur les origines des sargasses et donc voir comment on peut agir en amont pour éviter cette prolifération, etc. Donc voilà, c'est, je dirais, parmi donc les pratiques qui sont en place, c'est cette mobilisation du monde scientifique, que ce soit dans toutes les disciplines, donc c'est une mobilisation interdisciplinaire. Je trouve que ça c'est à la fois important et je trouve que c'est plutôt rassurant parce que c'est un phénomène avant tout récent, parce que comme je vous disais, des sargasses, il y en a toujours eu et personne ne s'en est vraiment préoccupé. Et les chercheurs ont bien rappelé que s'il y a quelques sargasses qui s'échouent sur une plage, c'est pas la peine d'en faire une montagne. S'il n'y a pas de conséquences, c'est-à-dire que effectivement, si c'est pas sur la plage d'un hôtel de luxe ou tout simplement une plage où il y a des enfants, etc. S'il y a quelques sargasses qui s'échouent, au contraire, elles contribuent à l'écosystème de la plage, donc elles nourrissent la plage. Donc faut pas s'en inquiéter, faut pas les éliminer systématiquement, etc. parce que c'est des sargasses. C'est évidemment lorsque ça devient une quantité monumentale qu'il faut agir, quoi. Donc, et là, donc, qu'il y ait des programmes scientifiques qui cherchent à comprendre les sargasses de leur origine jusqu'à leur élimination, je trouve que c'est rassurant, quoi. Et alors, quelles sont les perspectives dans la gestion des sargasses dans les Caraïbes? C'est dans la continuité de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que moi j'ai compris qu'il nous restait encore beaucoup à apprendre et à comprendre sur sargasses, donc que ce soit leur origine, leur métabolisme, etc. Donc il faut aussi comprendre, essayer de modéliser les trajectoires en fonction des courants marins eux-mêmes, en fonction des paramètres qui eux-mêmes régissent les courants marins, etc. Donc la température de la surface, le vent, etc. Et puis il y a aussi beaucoup de recherche qui est nécessaire pour la valorisation. Comme je disais, comment éliminer finalement les composants nocifs ou toxiques des sargasses. On sait que par exemple elles contiennent pas mal d'arsenic, donc on ne peut pas s'en servir impunément comme engrais par exemple dans l'agriculture. Dans les Antilles françaises, il y a cette particularité que les sargasses ramassent le chlordécone. Donc le chlordécone qui s'est écoulé dans la mer, finalement elle revient avec les sargasses. Donc d'un côté, les sargasses font office de nettoyeur, et ça c'est pas mal, puisque la mer elle est nettoyée de ça. Mais en revanche, donc elles finissent par revenir sur les littoraux, et donc voilà, il faut réfléchir, je pense, à comment affronter ce phénomène.
à différents niveaux, donc de l'origine du phénomène, sa prise en compte pendant que c'est encore en mer, ensuite quand ça s'approche des littoraux, où les pêcheurs par exemple rencontrent des difficultés, leur activité s'en trouve impactée. Et puis une fois que c'est sur les plages, c'est une autre démarche, une autre conséquence, notamment pour les collectivités. Et je pense que aussi l'étude en sciences humaines et sociales doit porter sur les niveaux d'intervention, les niveaux de compétences juridiques et politiques de telle ou telle collectivité. Est-ce que c'est à une commune de bord de mer de gérer le problème tout seul? Est-ce que c'est un problème plus important qui doit donc être géré collectivement par l'ensemble de l'État, etc. Donc perspective, c'est continuer à chercher pour mieux comprendre le phénomène. Et donc mieux agir. Mieux agir, voilà. Oliron la Caraïbe recevait Victor David, chercheur en droit de l'environnement au CNRS. Je vous remercie pour ces échanges bien ancrés dans la Caraïbe. Chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast avec un autre invité sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.